Bonjour. Donc déjà, je remercie les organisateurs du colloque pour me permettre aujourd'hui de présenter une première étape de mon travail de thèse, travail que j'effectue donc avec Guy Rumlar et puis Yann Lost. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une étude épistémologique que je vais vous présenter et qui permet de distinguer au sein de la biologie et de la médecine deux lignées théoriques et expérimentales distinctes. Alors, les deux termes déterminisme et probabilité ne sont pas du même ordre. D'un côté, le déterminisme nous renvoie à une recherche de cause. De l'autre, les probabilités se réfèrent à une théorie mathématique. Alors, le sens commun du mot hasard qu'on associe aux probabilités laisse penser à une absence de déterminisme. Le hasard serait aveugle, désignant plutôt une absence de cause. En fait, le concept d'aléa, qui correspond au terme scientifique du mot hasard, modélise bien une forme de déterminisme particulière et non pas son absence. Alors, les modèles probabilistes darwiniens se réfèrent à des types de problèmes particuliers. Et ils sont pertinents au regard de ces problèmes. Alors, comment peut-on caractériser ces problèmes ? D'une part, il cherche à comprendre dans le temps l'évolution d'un système complexe. Ensuite, il relève d'une historicité d'événements, dans le cadre de l'embryogenèse ou de l'évolution des espèces, par exemple. Et il s'intéresse à des populations d'éléments qui sont discontinus et indépendants. Alors, ces modèles darwiniens introduisent en fait de façon couplée le concept d'aléa et de sélection. Voilà. Donc c'est une fois qu'on a défini ces problèmes, la pertinence de ces modèles probabilistes, c'est au regard de ces problèmes-là, qui sont des types de problèmes particuliers. Il en existe d'autres en biologie pour lesquels des modèles probabilistes darwiniens ne seraient pas pertinents. Alors le mot déterminisme nous fait remonter à Pierre-Simon Laplace et dans notre exposé nous proposons de repérer deux lignées théoriques expérimentales, celle du déterminisme strict et celle du déterminisme probabiliste. Alors ce sont deux lignées qui se sont vivement opposées de façon récurrente et nous allons en fait distinguer ces lignées théoriques à travers Pierre-Simon Laplace, Claude Bernard et Mendel, voilà. Et on va tenter d'en dégager des obstacles épistémologiques à une pensée probabiliste. Pour nous, déterminisme strict et déterminisme probabiliste ne sont pas à opposer. Ces lignées théoriques et expérimentales caractérisent des modalités de recherche distinctes, des types de raisonnements différents, et permettent en fait tous deux une approche originale sur les questions de singularité qui mettent l'accent sur des lois et des questions de généralité qui mettent l'accent sur des lois et des questions de singularité et de contingence au sein du vivant. En fait, la distinction essentielle entre déterminisme strict et déterminisme probabiliste nous semble porter sur leur fonction de prévision individuelle d'une part et prévision collective d'autre part. Alors avant de nous intéresser à Laplace, nous souhaitons porter un regard en fait sur les modalités de recherche de Jean-Jacques Kupek et nous avons pour cela travaillé sur une publication en particulier, qui date de 2009, qui s'appelle « Simulation informatique du modèle darwinien de la différenciation cellulaire ». Et nous proposons une schématisation de ces modalités de recherche. Alors, elles articulent un travail de modélisation théorique, faisant intervenir un modèle probabiliste, un travail de simulation numérique, qui permettent en fait l'exploration du modèle darwinien qui est pensé, et une dimension expérimentale du travail de recherche.
Donc Jean-Jacques Kupiec s'intéresse au problème de l'organisation biologique et de l'ontogénèse. Et la théorie du darwinisme cellulaire introduit l'aléa, donc au cœur même du fonctionnement cellulaire. Et la composante probabiliste donc, de ce modèle darwinien, qui va être simulé, repose en fait sur un mécanisme de différenciation probabiliste des cellules. Alors, la nécessité de ce travail de modélisation, comme on l'a vu ce matin, et d'introduction d'aspects probabilistes dans l'expression des gènes et la différenciation cellulaire, elle provient effectivement aussi de l'accumulation de données expérimentales qui se heurtent en fait à un déterminisme issu de la théorie du programme génétique et dans lequel s'inscrit le modèle de l'instruction. Alors, dans leur simulation, le but n'est pas de mimer le fonctionnement cellulaire, mais surtout donc, d'analyser les propriétés générales du modèle darwinien. Et là, dans le cadre de la problématique donc de Jean-Jacques Kupiec, il s'agit de savoir en fait si ce modèle est à même de créer des tissus organisés de manière reproductible malgré sa nature probabiliste. Alors, je cite cette modélisation théorique. Elle doit permettre de suggérer des prédictions testables et d'induire un programme de recherche. Elle ne consiste pas à reproduire la réalité dans tous ses aspects, car il s'agit obligatoirement d'une simplification et d'une abstraction. Un modèle doit ne chercher à capter qu'un aspect de la réalité et nous aider à comprendre la contribution de cet aspect au phénomène réel qui est obligatoirement toujours plus complexe. Alors, les résultats des simulations du modèle darwinien de la différenciation cellulaire relèvent effectivement des propriétés essentielles qui sont celles de l'embryogénèse. Voilà, à savoir la capacité de créer des structures organisées, la croissance finie et la reproductibilité. Et en fait, c'est en ça que, sans démontrer que les organismes, je cite encore, sans démontrer que les organismes sont conformes à ce modèle, on prouve par là même qu'en fait il s'agit d'un cadre théorique général qui serait pertinent pour analyser l'embryogénèse et pour interpréter les données expérimentales. Dans un modèle darwinien de sélection, dans un modèle darwinien, la sélection intervient au niveau des individus et elle est couplée à la production d'une variabilité. Et il me semble que la nouveauté donc, dans le travail de Kupiec est dans l'idée d'une sélection qui intervient donc, non plus seulement au niveau des individus, mais au niveau des cellules, des molécules et des gènes. Sélection et aléa donc, sont couplés ensemble au cœur même des mécanismes cellulaires. Alors Armand de Riclès nous dit qu'une stochasticité complète à un certain niveau subordonné peut résulter d'un déterminisme rigoureux à un niveau plus intégré. Et en cela, on pourrait dire que l'extension de la logique darwinienne donc, au cœur des problèmes de la biologie moléculaire permet en fait d'articuler un déterminisme strict et un déterminisme probabiliste. Alors, nous voulons signifier par là qu'il nous semble que l'introduction du concept d'aléa ne remet pas en cause l'idée de la spécificité biologique, et notamment le concept de stéréospécificité ne disparaît pas pour autant. En fait, le concept d'aléa permet d'introduire une étape probabiliste dans la compréhension de cette spécificité. En fait, il faut pour cela donc renverser les relations de causalité, comme nous a été dit ce matin. Je cite par là, « Il existe bien des chaînes de réactions moléculaires, mais au lieu d'être la cause des processus cellulaires, elles en seraient plutôt le résultat. Et ce n'est plus le niveau moléculaire qui explique le niveau cellulaire, mais l'inverse. » Voilà. Et d'autres auteurs reformulent ainsi la stéréospécificité n'est plus le résultat d'un déterminisme génétique, mais devient la conséquence d'une compétition entre diverses molécules issues de la variabilité aléatoire de l'expression génétique et non le résultat d'un déterminisme génétique. Alors, le déterminisme probabiliste nécessite d'opérer, donc là, on voit bien, une inversion de causalité au regard du déterminisme strict. Voilà. Alors, puisque Jean-Jacques Kupiec mobilise les concepts d'aléa, de population et a recours à la modélisation probabiliste, nous le situons par là même dans une lignée théorique et expérimentale, finalement assez ancienne en biologie,
et en médecine, celle d'un déterminisme probabiliste qui s'est toujours vivement affronté donc, à une lignée théorique et expérimentale d'un déterminisme strict. Et nous allons nous intéresser donc à ce déterminisme strict en revenant à Pierre-Simon Laplace, voilà, qui paradoxalement est aussi un des pères des probabilités. Ensuite, nous vous présenterons un déterminisme strict bernardien versus un déterminisme probabiliste chez Mendel. Alors, Pierre-Simon Laplace est astronome et mathématicien. Hein. Dans l'ouvrage Principes mathématiques de la philosophie naturelle, il ramène tous les phénomènes célestes à une seule formule, la loi de la gravitation universelle. Et dans Essais philosophiques sur les probabilités, donc qui date de 1814, on a une citation assez célèbre qui permet d'identifier les thèses du déterminisme strict laplacien. Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Alors, quelles sont ces deux thèses ? D'une part, tout événement ou toute chose ne peut se produire sans cause. Et c'est ainsi que s'énonce le principe de raison suffisante chez Laplace. Voilà, il s'agit alors pour la science de découvrir et d'établir ces causes. Et dans ce cadre-là, la causalité est uniquement, intégralement mécanique. D'autre part, l'univers est considéré comme un tout. Et donc, il est possible d'en connaître les états successifs par l'analyse. Voilà. Alors bien sûr, ces deux thèses s'inscrivent dans un idéal de la science qui est caractérisé en fait par son pouvoir de prédiction et la certitude de ses énoncés. Alors quel rôle ont les probabilités pour Laplace dans un tel cadre ? Donc dans Essais philosophiques sur les probabilités, il présente la théorie des probabilités. En fait, dans le déterminisme strict laplacien, la théorie des probabilités permet de travailler deux types de problèmes. Laplace nous dit « L'incertitude des connaissances humaines porte sur les événements ou sur les causes des événements ». Voilà, donc il voit en fait dans le calcul des probabilités deux intérêts. D'une part, la possibilité de prédire la réalisation d'un événement, et dans ce cas-là, et avec certitude. Dans ce cas-là, il raisonne à partir d'une urne de composition connue. On est sur un mode déductif. Deuxième intérêt, la possibilité cette fois-ci de remonter des événements aux causes. Et il raisonne alors à partir d'une urne dont il faudrait justement rechercher cette composition grâce à des échantillons. On est alors sur un mode inductif. Voilà. Et Laplace recherche en fait une conversion de la probabilité en certitude. C'est-à-dire qu'il recherche des probabilités de 0 ou de 1. Voilà. Pour Laplace, la loi générale des probabilités permet de regarder comment on s'écarte en fait de la vérité, entre guillemets. Voilà. Alors, d'après Anne Fargo-Largeau, dans le cadre du déterminisme strict, l'analyse probabiliste postule alors l'invariabilité absolue des causes, ce qui revient à penser que la distribution des possibilités, elle est établie une fois pour toutes déjà par des lois, qui seraient les lois de l'univers. Et ceci implique une chose importante, c'est que les événements passés, dans ce cas-là, n'influent pas sur les événements futurs. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'historicité possible. Dans cette optique, on peut travailler certains types de problèmes biologiques, mais pas ceux en fait, pas ceux qui font appel à un temps qui serait constructeur de phénomènes. Alors, pour Laplace, je vais citer les divers moyens d'approcher de la certitude sont l'induction, l'analogie, des hypothèses fondées sur les faits et rectifiées sans cesse par de nouvelles observations, un tact heureux donné par la nature et fortifié par des comparaisons nombreuses de ces indications avec l'expérience. Tels sont les principaux moyens de parvenir à la vérité. Le moyen fécond est l'induction.
Alors, en même temps, il nous dit que si l'induction fait découvrir les principes généraux, c'est bien la théorie des probabilités qui permet de les établir avec rigueur. Voilà. Donc, les probabilités pour Laplace sont un moyen d'établir des certitudes, des lois universelles, s'appliquant à tout objet à travers l'observation de régularité. Alors la position de Claude Bernard, la position théorique de Claude Bernard est inscrite dans une lignée théorique du déterminisme strict laplacien. Claude Bernard connaît les travaux de Pierre-Simon Laplace et il y est très hostile. Il est très hostile à une pensée probabiliste. À la même époque, donc en 1865, les travaux de Mendel sont contemporains à ceux de Claude Bernard. Par contre, Mendel est dans un déterminisme probabiliste. Alors nous allons d'abord nous intéresser à Claude Bernard, et ceci uniquement en nous intéressant au texte « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale », qui date de 1865, voilà, et qui nous permet de caractériser un déterminisme bernardien. Voilà. Donc c'est uniquement à partir de ce texte qu'on se permet la schématisation qui va suivre. Alors d'après Jean Gaillon, en fait, il faut distinguer deux idées distinctes dans le déterminisme bernardien. D'une part, on peut parler de déterminisme bernardien en tant que principe général des sciences de la nature, c'est-à-dire qu'il existe des lois universelles, immuables, dans les phénomènes, et donc il y a un principe d'uniformité des lois de la nature. Je cite Claude Bernard, « Dans les corps vivants comme dans les corps bruts, les lois immuables et les phénomènes que sont les lois régissent, et que ces lois régissent, sont liées à leurs conditions d'existence par un déterminisme nécessaire et absolu. » Voilà. Et donc, en fait, Claude Bernard développe une physiologie expérimentale déterministe, en ce sens qu'elle doit pouvoir déterminer des invariants, des constantes, des lois, sur le modèle de la physique. Donc, on est dans un déterminisme strict laplacien. Mais, d'autre part, ce déterminisme bernardien revêt un autre aspect, celui d'un déterminisme d'un phénomène comme cause nécessaire, c'est-à-dire cause sans laquelle ce phénomène ne peut se produire. Alors cet usage du mot déterminisme, c'est celui qui est passé dans le langage courant actuellement chez les biologistes, nous dit Jean Gaillon, et relève plutôt d'une méthodologie scientifique propre à l'expérimentateur. On a Jean Gaillon nous dit, d'un point de vue pragmatique, un déterminisme est pour Claude Bernard un aspect des phénomènes sur lequel l'expérimentateur peut agir de manière à les provoquer ou empêcher à volonté. Voilà. Donc je propose cette schématisation-là qui est caricaturale, parce qu'elle s'appuie uniquement sur le texte de 1865 de Claude Bernard. Donc si on s'en tient uniquement à ce texte, on peut schématiser le déterminisme de Claude Bernard, dans lequel finalement on a l'impression que l'observation précéderait la théorie étant induite de l'observation. L'expérience est vue comme une observation provoquée, et cet inductivisme sur lequel d'ailleurs se calque la démarche oérique, qui est si problématique dans l'enseignement des SVT, a été contesté ensuite dans les travaux de Park-en-Guilhem et puis par les travaux de Gurmek. Voilà, par les travaux de Gurmek. Voilà. Mais de fait, le raisonnement réel de Claude Bernard n'est pas celui-ci, et d'ailleurs des études à partir de ces cahiers de laboratoire montrent qu'il est bien différent, voire inverse de ce qui est présenté là. Les travaux de notamment Christian Orange autour des problématisations de Claude Bernard montrent bien le poids d'une idée structurante sur les travaux de Claude Bernard, qui est celle de l'unité du vivant. Voilà. Et où cette idée en fait oriente les observations de Claude Bernard et oriente sa façon de regarder le vivant. Donc il y a toujours un dialogue bien sûr entre théorie et expérience ou observation, même chez Claude Bernard. Alors, la statistique pour Claude Bernard vraiment heurte son déterminisme strict, car, nous dit-il, elle aboutit à une probabilité et jamais à une certitude. Claude Bernard s'oppose vivement à cette pensée probabiliste,
Et d'ailleurs, il écrit que seul le déterminisme scientifique, basé sur des certitudes, permet d'aboutir à une connaissance particulière. Il nous dit, une loi scientifique ne peut être fondée que sur une certitude et sur un déterminisme absolu, et non une probabilité. Voilà. Seule la certitude des données factuelles permet d'établir des lois scientifiques, ce que ne permet pas l'incertitude et les probabilités. En fait, il oppose à la statistique une méthode expérimentale qui seule peut permettre à la médecine de devenir une science exacte. Et par ailleurs, il associe l'aléa plutôt au fruit de notre ignorance dans ses écrits. Mais d'autre part, Claude Bernard nous dit « Jamais deux malades ne se ressemblent exactement, d'où il résulte que la moyenne ou le rapport que l'on déduira de la comparaison des faits sera toujours sujet à contestation. Et même par hypothèse, je ne saurais admettre que les faits puissent jamais être absolument identiques et comparables. » Donc là, on voit bien à travers cette citation l'attachement à la singularité individuelle de Claude Bernard, attachement qui est légitime. Voilà. Il refuse ici l'idée d'individu interchangeable. Or, cette idée d'individu interchangeable est bien une condition de possibilité pour une pensée statistique. Donc là, on a un obstacle important. Alors, en même temps, il y a une certaine contradiction finalement, qui met en porte-à-faux un peu Claude Bernard, c'est qu'il est attentif aux variations individuelles, mais comment, en étant uniquement attentif aux variations individuelles, on peut penser établir des invariants, des constantes, des lois, en rejetant donc tout calcul de moyenne. Alors peut-être cela nous paraît d'autant plus contradictoire aujourd'hui que la médecine et la biologie travaillent pour une large part à l'échelle des populations, et donc s'appuie par là sur les statistiques, la recherche de causes s'effectuant à partir souvent de corrélations, de régressions, de calculs de moyennes, de variances et de tests statistiques. Alors, venons-en à Mendel, donc, qui est contemporain, dont le travail est contemporain de celui de Claude Bernard. C'est aussi une autre figure de référence de l'enseignement en biologique. Voilà. Et pour cela, nous allons essentiellement nous appuyer sur les travaux de Guy Rumlin. Le travail de Mendel s'appuie sur une modélisation probabiliste qui utilise le modèle mathématique de Bernoulli, par tirage aléatoire avec remise. Et la conception de ces plans expérimentaux est guidée par la loi des grands nombres et les probabilités. Pour construire ce modèle, il imagine donc des particules indépendantes et discontinues, voilà, les unes des autres, et qui vont ensuite donc pouvoir se séparer et se recombiner. Alors il connaît les travaux de Laplace et il introduit donc l'aléa dans la formation des gamètes et les fécondations. On a donc dans ces particules l'idée de discontinuité et d'indépendance, ce que l'on nommera par la suite donc les gènes, est une condition de possibilité du travail de Mendel. En fait, implicitement, il imagine une urne de Bernoulli et un tirage au sort avec remise, ce qui lui permet donc de simuler des résultats attendus. Pourquoi disons-nous implicitement ? Parce qu'en fait, Mendel va présenter lui-même son travail d'une manière inductive, en fait. C'est lui qui le présente de manière inductive. Et il va partir de ses résultats expérimentaux, voilà, et il ne va pas développer explicitement le modèle de l'urne de Bernoulli, qu'il utilise implicitement. Voilà. Donc, il attend effectivement des résultats qu'il compare aux résultats observés, puisque... voilà. Bon, alors par contre, il ne dispose pas encore de tests pour apprécier ces écarts-là, et puis c'est donc une quarantaine d'années après que nous verrons apparaître ces tests de comparaison. Donc, par ce choix-là, en fait, Mendel nous dit, en fait, admet qu'il suffit en fait de connaître la génération n-1 pour prévoir statistiquement la génération n, voilà. Et ce concept de particules discontinues et indépendantes va contre l'idée, bien sûr, d'hérédité par mélange des caractères.
Les résistances au travail de Mendel portent également ensuite sur le caractère discontinu des éléments transmis d'une génération à l'autre, et ce sont les biométriciens qui considèrent la variation des caractères qualitatifs comme la couleur ou de caractères quantitatifs comme la taille et le poids qui vont être assez hostiles à ce travail-là. Alors, d'autre part, Mendel ne connaît pas la nature chimique des gènes, il ne connaît pas leur localisation, les mécanismes par lesquels il commande la réalisation des caractères. Voilà, pour lui c'est une boîte noire, selon l'expression de François Jacob. Et cela nous montre en fait l'efficacité des mathématiques à un moment donné pour pouvoir contourner un certain type de questions qui peuvent nous paraître a priori incontournables. Voilà. Donc il faudra 35 ans pour que ce travail novateur, cette utilisation des mathématiques en biologie soit admise et poursuivie. Voilà. Et l'enseignement du travail de Mendel devrait s'en trouver renversé, mais ce qui n'est toujours pas. Alors, dans un article qui sera prochainement publié dans la revue RDST, en collaboration avec Guy Rumlar, nous poursuivons cette approche historique et épistémologique à travers d'autres exemples, sans bien sûr être exhaustifs. Et ces exemples montrent en fait la permanence de cette lignée théorique et expérimentale du déterminisme probabiliste et qui va se compléter au fur et à mesure. Donc je cite rapidement ces exemples qui sont développés davantage dans cet article. Le diagnostic médical par les systèmes experts, l'analyse mathématique de l'ADN faisant appel au processus markovien, on en a parlé. L'apport des questions complexes issues de l'agronomie, que l'on voit apparaître, donc des approches probabilistes. L'épidémiologie, l'étude de la dynamique des populations, voilà. Et puis la dynamique des populations animales, et notamment aussi les idées de chaos déterministe, donc récemment. Alors, à partir uniquement de ce qu'on vient de développer, je présente un tableau qui se veut un peu synthétique, mais qui se réfère uniquement à ce que je viens de dire, où on peut tenter un peu de reprendre ce qui détermine, ce qui caractérise un déterminisme probabiliste dans notre exposé. Donc, établir des certitudes sur des populations, et pas sur un individu en particulier. Donc, c'est une manière d'établir des certitudes, mais qui sont des certitudes collectives. C'est-à-dire que ces certitudes, on ne peut pas les appliquer à chacun des individus de la population, mais c'est bien à la population dans son ensemble qu'elles valent. Là se heurte ici quand même justement l'obstacle entre penser en termes populationnels et l'individu, quoi. D'autre part, dans cette lignée théorique expérimentale, on a affaire à un raisonnement par modélisation et simulation a priori, même s'il y a toujours une articulation et un dialogue incessant entre faits et théorie. Les simulations des résultats, on a simulation de résultats attendus et recherche des écarts au modèle. Et donc on a une importance privilégiée de la rectification. Et les conditions de possibilité d'un modèle probabiliste passent donc par la reconnaissance indispensable d'éléments discontinus, le fait que ces éléments soient indépendants des uns des autres et qu'ils soient identiquement distribués avec l'existence d'un grand nombre. On a donc le modèle de l'urne dite de Bernoulli qui propose un tirage au sort avec remise, les tirages successifs étant indépendants les uns des autres. Et donc les principaux obstacles qui se dégagent de cet exposé, et là encore on n'est pas exhaustif, donc l'idée de certitude marquée par des lois versus l'idée d'incertitude rattachée aux probabilités, penser à l'échelle de l'individu versus une pensée populationnelle, autrement dit la difficulté de penser le déterminisme individuel versus un déterminisme collectif. Voilà, toujours au regard des problèmes travaillés. Les enquêtes empiriques, les observations a priori versus les plans expérimentaux a posteriori. Voilà. Le continu versus le discontinu pour modéliser. Voilà. Donc le balancement entre individu
et population, à travers un déterminisme strict ou à travers un déterminisme probabiliste, hein, est nécessaire, il nous semble, et relève tous deux de problèmes distincts qui mobilisent des types d'explications différentes, comme nous le propose donc Michel Morange. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci.